Michel Heussler, qui, avec ses deux associés de l'agence Terre, Henri Bava et Olivier Philippe, est Grand Prix de l'urbanisme 2018. Jacqueline Hosty, qui est lauréate du Grand Prix national du paysage avec l'agence In Situ et la ville et la métropole de Rouen, cette année même. Michel Desvignes, Grand Prix de l'urbanisme 2011. Et enfin, pour dialoguer avec eux, un aménageur, un concrétiseur de projets, Jean Badarou, du groupe d'EPL Territoire à Rennes. Alors commençons avec vous, Michel Heussler. Est-ce que cette montée en puissance du paysage et des paysagistes est réelle et profonde, et est-ce qu'elle apporte de la qualité au projet urbain à travers vos travaux? Si vous pouvez nous répondre. Grande question. Est-ce qu'elle est réelle? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une émergence. Il y en a là tous les trois aujourd'hui. Je pense par un hasard. C'est quelque chose qui est en train de se dessiner, qui a pris corps il y a déjà quelques années. Est-ce qu'elle va être durable et profonde? Je le souhaite de tous mes voeux. Alors, juste pour... je ne crois pas beaucoup au hasard. C'est-à-dire, ce qui est assez étonnant et dans ce métier, c'est que en fait, les trois personnes qui sont, en tout cas 3 des 4 personnes qui sont, j'essaye désespérément d'appuyer sur la suivante, mais à droite, c'est là-bas, c'est devant, voilà. Les trois personnes qui sont, les 2 personnes qui sont à ma droite et moi-même avons passé quelques années dans ce lieu qui est l'école du paysage de Versailles. Et qui se trouve resitué ici, au sein de la ville de Versailles. Et on voit bien que faire ses études ici, dans ce lieu dans lequel se confondent l'architecture, l'urbanisme, avec un petit anachronisme, et le paysage, le grand paysage, le territoire, c'est pas tout à fait neutre dans notre formation initiale. Et si on a abordé cette question de l'urbanisme par le paysage, c'est bien parce qu'au départ, il y avait cette formation. Il y avait ces professeurs, on est tous passés par, on a tous vécu cet âge d'or où se côtoyaient en même temps Michel Corajou, Alexandre Chemetov, Marc Rumlard, Pierre Donadieu, Bernard Lassus et d'autres, Gilles Clément bien entendu, et je pense que tout ce foisonnement de regards et d'approches n'est pas tout à fait neutre. Elle nous a déjà permis de nous forger un certain nombre d'outils. Et effectivement, de nos 3 parcours, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes cheminements, ils arrivent maintenant à un même moment où on se retrouve effectivement paysagiste et, vous l'avez dit, mandataire d'opérations d'urbanisme, ce qui est assez rare, ce qui a été quelquefois parfois une lutte, mais qui est effectivement maintenant assez bien établi auprès de la profession, bien entendu, mais aussi auprès des maîtres d'ouvrage, des élus. Et effectivement, on peut intervenir sur des questions. Alors, on peut intervenir non pas, je pense, par un simple effet de mode. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, je le disais, la formation, elle est extrêmement importante. Le fait qu'on a pu développer, en travaillant sur les questions de territoire et de grand paysage, un certain nombre d'outils qui sont opérants sur les questions de stratégie urbaine. Le fait de pouvoir effectivement changer de focale, de passer d'échelles très très petites à des échelles très très grandes, ça nous aide aussi, bien entendu. C'est aussi la prise en compte. Il y a peut-être à la fois cet effet de préoccupation. On parle beaucoup du changement climatique, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup d'un certain nombre de thèmes qu'on a, nous, essayé de réinvestir au sein de l'agence dans un concept qu'on a appelé l'écologie stratifiée. Et puis après, il y a aussi des formes d'urbanisme qui ont changé. Nous, on était habitués dans notre travail à être dans des équipes pluridisciplinaires. Et donc, ce changement de l'urbanisme imposé top-bottom, avec un urbanisme plus négocié, à la fois avec les habitants, les élus, mais aussi avec les autres partenaires, les promoteurs, les architectes, dans le cadre des opérations d'urbanisme, nous a beaucoup aidé. Et enfin, on a aussi des maîtres d'ouvrage, on en a un avec nous aujourd'hui, qui sont rompus à ces questions et qui sont effectivement dans ce jeu de relations avec des paysagistes. Donc très rapidement, je voudrais juste vous montrer un petit projet à Strasbourg. Je pense qu'il vaut mieux illustrer le propos liminaire avec ce projet. C'est un projet d'une consultation qui a été menée il y a quelques années, qu'on a conduite, dont on était mandataire, et qui se situe à Strasbourg, tout le monde aura reconnu.
Et ce qui est intéressant, c'est d'abord de commencer à regarder cette histoire de Strasbourg, qui n'est pas tout à fait neutre, parce que le paysage y joue un grand rôle. Le Rhin, tout d'abord, dont on voit qu'au XVe, XVIe siècle, sur toutes les cartes qu'on peut observer, montre un peu cette mise à distance de la ville qui va se renfermer dans cette presqu'île de Lille, complètement en dehors des aléas du Rhin et de sa fougue. On voit bien que le Rhin, il est capable de débordement, il a un certain nombre de bras qui vont perdurer pendant longtemps. Puis après, on est rentré dans une logique un peu d'urbanisme fortifié. Strasbourg, on est à une période d'évocation du centenaire de l'armistice. On était à la frontière, donc il y avait quand même beaucoup de mouvements de part et d'autre. Et effectivement, après, il y a eu ce système d'installation du port, des installations portuaires au niveau du Rhin qui a été fortement canalisé, et puis du développement de la ville. Et donc, pendant longtemps, en tout cas récemment, depuis la période après-guerre, la ville s'est plutôt développée dans une stratégie à la fois de communauté de destin de part et d'autre du Rhin avec la ville de Kehl en Allemagne, qui est juste de l'autre côté, et avec un certain nombre d'opérations qui sont les opérations les plus récentes. Et donc on a ce développement des opérations urbaines de Strasbourg, avec notamment cette fameuse ZAC des deux rives qui nous intéresse et qui est cette zone la plus à l'est. Et là, vous voyez ces opérations qui étaient supportées par les logiques de mobilité, puisqu'il y a un certain nombre de lignes de tramway qui se sont développées sur Strasbourg, qui a été une des villes précurseurs de ce développement. Et puis, à l'occasion... Alors ça, c'est peut-être le... C'est quoi le petit... pour faire le petit rouge, là, non, pour faire un petit... C'est ça ? Voilà, cette ligne de tramway, qui est la ligne D, se développe jusqu'à Kehl. Et effectivement, elle a été l'occasion d'une réflexion urbaine qui a été menée par l'ASPL des deux rives sur l'ensemble de ce quartier. Et le choix qui a été fait par les urbanistes, c'est d'essayer qui nous ont précédés, qui ont travaillé sur l'élaboration de ce plan, était plutôt d'essayer de créer de l'urbanité autour des différents quartiers et des différentes stations de métro, dans une logique où on associait presque assez facilement et de manière assez commune les questions de mobilité et les questions de développement urbain. Et donc on a ce plan qui était le plan qui nous a été donné, qui nous a été livré, qui a été livré à la critique de plusieurs équipes, qui était dans une logique de bulle. Et d'ailleurs c'était le terme qui a été choisi par l'équipe, le système de bulle, avec effectivement chaque quartier qui sont des quartiers très très différents parce qu'ils ont une histoire qui peut être une histoire industrielle, une histoire urbaine, qui en font des quartiers qui sont à chaque fois séparés par le Rhin et qui en font des quartiers un peu autonomes. Et le parti pris qui a été développé par les urbanistes, c'était celui de travailler sur des polarités un peu renfermées sur elles-mêmes. En tout cas, en parlant de bulles, forcément, il y a cette idée d'avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur et que le reste est un peu indéfini. Et donc, nous, on a décidé de reprendre cette consultation en revenant un peu en arrière, en détricotant, en revenant un peu sur la grande échelle, comme font bien souvent les paysagistes, c'est-à-dire retrouver un peu ce qu'on appelle la géohistoire et d'essayer de retrouver quelles étaient les grandes caractéristiques de ce site. Et on s'est aperçu en regardant sur les photos anciennes, notamment les photos aériennes des années 50, que ce bras du Rhin, qu'on appelle le Petit Rhin, était quelque chose qui avait été complètement escamoté, qui avait disparu la trace, en tout cas en eau, avait disparu de ce tissu assez complexe, alors que pendant longtemps, et jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, ce Rhin coulait, ce petit Rhin coulait au sein de ce quartier. Et puis, donc voilà, on retrouve les éléments qui nous ont été donnés avec ce petit Rhin qui a été complètement comblé, et puis les différents quartiers à partir duquel il fallait travailler, Rive du Rhin, la COP, Starlet et quartier de la Citadelle. Et donc nous, on a fait un choix de renversement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a une logique qui prévaut, qui est celle de la logique du grand territoire, qu'il faut plutôt, quand on regarde, quand on dézoome, voir qu'on a une vraie logique, qui est une logique nord-sud, qui est celle de la continuité à la fois du Rhin, de sa vallée, à la fois des grandes forêts du Neuhof et du Robersau qui sont au nord et au sud. Et au lieu d'avoir cette logique est-ouest, on va essayer
on va essayer de revenir, voilà, on va essayer de revenir, plutôt qu'avoir cette logique S-Souhaite, on va essayer de revenir à une requalification nord-sud de ces futurs quartiers, de telle façon de les remettre dans une logique qui soit la logique du territoire, et non pas seulement une logique qui serait liée aux questions de mobilité. Et à partir de là, on a effectivement distingué ce qui était de l'ordre des bras et ce qu'on appelait les bras et les bandes. Les bandes étaient les parties urbanisées. Les bras étaient les parties qui étaient soit en eau, soit des zones humides. Et on a reconstitué comme ça un vaste territoire dans lequel venaient s'inscrire les opérations. Plutôt que d'avoir des opérations orphelines, les unes aux autres, effectivement bien desservies, on a choisi de les réinscrire dans un territoire beaucoup plus vaste. Et donc on a cette logique de ce nouveau plan d'urbanisme avec ce petit Rhin canalisé qui devient un grand parc linéaire au sein de l'opération et une organisation plutôt qui va profiter des rives en eau de ces différentes, là ici du bassin Vauban, ici du Rhin bien entendu, et retrouver des logiques d'implantation et d'urbanisation du territoire. Donc on voit bien qu'à partir de cette idée basique qui est celle de retrouver une géohistoire, retrouver un territoire, ça va nous permettre d'asseoir une logique d'urbanisation qui pour nous est extrêmement intéressante. Et donc on a cette logique qu'on retrouve, donc on revoit cette ligne de métro, ces différents arrêts, donc on retravaille toujours sur ces différents quartiers. Alexandre Chebetov travaille sur ce quartier de la COP, et on retrouve cette logique d'implantation. Donc là on est au début d'une histoire, c'est une opération très 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 importante. Plus de 4400 logements, 360 000 m² de SDP, donc c'est des choses déjà un peu conséquentes, compliquées, surtout en cette période. Et donc il s'agit de continuer ce travail. Et l'autre approche qu'on a, c'est une approche, je dirais, verticale, c'est celle de se préoccuper des conditions d'installation de ces espaces publics, de ces continuités, sur un sol qui est un sol fortement pollué, sur un sol qui effectivement a recouvert les couches de terre alluviale, de couches polluées. Et donc on a engagé un travail, à la suite du travail qui est mené par la SPL, de dépollution des sols, un travail assez fin de récupération des terres alluviales qui sont plutôt en deuxième couche, de substituer cette couche de surface qui est la couche stérile, polluée, et d'avoir une stratégie qui a anticipatrice d'espèce de préverdissement, qui est celle de constituer des sols qui soient des sols fertiles pour pouvoir installer dans le futur les espaces publics. C'est-à-dire qu'on va être aussi extrêmement économe, plutôt que d'être dans des logiques où on va tout évacuer sur des grandes surfaces. On va, à partir du plan qu'on a établi d'espace public, on va pouvoir être dans des logiques de substitution qui vont être des logiques de substitution plutôt économes, avec des questions après d'infiltration très classiques. Pour arriver à cette image qu'on aime bien et qu'on défend au sein de l'agence, qui est cette fameuse image de l'écologie stratifiée. Pourquoi stratifiée? Parce qu'elle fait appel au cycle de l'eau, et ne pas oublier qu'effectivement, on a des arbres, mais on a aussi un sol, on a aussi un sous-sol, et tout ça fonctionne ensemble. On a des nappes phréatiques, et tout ça fonctionne de manière extrêmement cohérente, et qu'après, on peut très bien après imaginer dans cet écosystème stratifié des logiques d'implantation urbaine, de situation, dans les arbres, au-dessus des arbres, au ras du sol. Et donc tout ce travail-là, c'est un travail préalable au travail qu'on va pouvoir mener après avec les promoteurs, avec leurs architectes, sur le développement des opérations. Donc voilà, assez rapidement, présenter au travers de cette opération comment, je pense, le travail spécifique des paysagistes peut conduire, bien entendu, au projet urbain, peut conduire, bien entendu, à la construction fiche de l'eau, à tout ce qu'on peut imaginer de développement de produits, que ce soit des logements, des équipements, mais ça passe par une espèce par une histoire, par une espèce de storytelling de ce site qui permet après d'accrocher les opérations sur des questions, bien entendu, de mobilité, mais là, on va étendre les mobilités aux circulations nord-sud, aux circulations par les vélos, et donc on va essayer de multiplier ces espaces publics. Donc vous avez une intervention qui n'est pas seulement structurante, mais qui est restructurante, qui remet peut-être les choses à une échelle meilleure. Et c'est un sujet sur lequel Michel Desvignes a beaucoup travaillé, le grand territoire. Vous avez été en première ligne de pas mal de projets, bien entendu, on ne va pas tous les reciter.
Est-ce que vous êtes optimiste sur cette force du paysage dans le projet urbain? Oui, enfin, si certaines professions ont un devoir de réserve, nous avons un devoir d'optimisme, puisque nos projets durent 25, 30 ans, donc on ne peut pas s'engager dans des aventures pareilles si on n'a pas un fort optimisme. Pas pour tout, mais en tout cas pour ce qu'on fait. Moi, ce que je vous propose justement, c'est, ce qu'on vient de voir, conduit à l'optimisme. Ce que je vous propose, j'espère que ce ne sera pas trop laborieux, c'est plutôt justement comment être optimiste aujourd'hui en étant capable de faire une sorte d'évaluation relativement rapide et superficielle tout de même justement de quelques projets. Donc je vous propose qu'on voit 4 ou 5 opérations, non pas en les explicitant dans le détail, mais plutôt dans l'idée de l'évaluation. Au fond, qu'est-ce qu'on a voulu faire et très sommairement, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui est là et qui justement est de nature à me rendre optimiste. Alors, c'est homme orchestre. Alors, donc je vous montre quelques exemples à Montpellier. Alors justement, vous en parliez. Donc Montpellier, c'est un plan qu'on avait fait avec Christine Dalnocchi. D'ailleurs, vous voyez l'échelle, 4 km par 3. Ça date des années 90. Et justement, 25 ans après, précisément, 25 000 arbres ont été plantés en suivant une règle assez bête. Alors je vous livre un peu finalement pour faire cet inventaire. Voilà, on avait compris que dans cette vallée du Rhône, il y a une composante est-ouest qui est formelle parce que ça correspond au brise-vent, et il y a une composante nord-sud qui est beaucoup plus organique parce qu'elle correspond aux rivières. On a donné à cette époque une palette végétale et des modalités de plantation de tout ce quartier de la ville selon cette règle, avec l'espoir qu'il y aurait une cohérence sur le long terme. Et justement, on regarde ça. Donc 14 000 arbres le long de la voie d'entrée et son doublement à 2 fois 2 voies. Alors les photos sont anciennes. Dans cet esprit-là, c'est justement une voie qui est plutôt de l'ordre de la rivière, si j'ose dire. Et au fond, 25 ans après, ces 14 000 arbres sont là, existent, et on avait réinventé sans le savoir ce qu'on a appris depuis. On apprenait peu de choses à l'école, les fameux parkways américains. Alors je vais vite. Des parcs s'installent, mais très progressivement. Ce qui est très rassurant d'une certaine manière, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire, ce ne sont pas des jeunes parcs qui vieillissent, mais ce sont des procédures où, depuis 25 ans, d'ailleurs tous les X années, la ville de Montpellier nous fait revenir pour travailler, transformer, améliorer les structures de ce parc qui est très de l'ordre de l'infrastructure. Je ne commande pas trop. Hein, Vous accompagnez le vivant dans son évolution. Oui, mais ce qui est intéressant, j'essaye, merci de me relancer, c'est la cohérence. Au fond, parfois j'ai des doutes là-dessus. C'est-à-dire, y a-t-il un désir de cohérence dans notre société ? Y a-t-il un véritable désir de cohérence dans les opérations à grande échelle d'urbanisme, mais même parfois à petite échelle? Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à Montpellier, il y a un terrain particulier, en 2 mots. Hein, c'est des élus très cultivés. Raymond Dugrand, décédé, mais grand, très grand géographe, avec une politique foncière remarquable et une permanence, malgré le changement des personnes, et en effet un réel souhait de cohérence. En tout cas, peut-être pas en matière d'architecture, mais en matière de structure urbaine. Alors, je vais vite. Donc un projet avec Christian de Porzampar. Donc juste pour montrer, voilà, tout ça est très jeune, ça a moins de 25 ans, c'est progressif, 25 000 arbres, et je crois que là, il y a quelque chose d'encourageant. Effectivement, on n'est jamais fier de ce qu'on dessine. Je veux dire, tous ces projets sont discutables un par un, beaucoup de compromis sans doute. Il n'empêche que quand on va à Montpellier aujourd'hui, cette cohérence commence à être tangible. Donc, et alors, pourquoi parler de ça? Ça paraît bête de parler de 25 000 arbres. 25 000 arbres, c'est un quart des arbres parisiens, mais c'est dérisoire par rapport à ce que les Américains ont pu planter à la fin du 19e siècle, où on traitait des systèmes de parcs de 30 km de long, mais physiquement, vraiment, on les faisait. Le problème, c'est fait-on nos dessins, exécute-t-on ce que l'on dessine? C'est le sujet. Je continue. Bordeaux. Je vais très vite, je ne commande pas tout, mais Bordeaux nous a commandé, il y a 14 ans, je crois, une charte du paysage. Donc, c'est les modalités de transformation de certains espaces publics sur l'ensemble de la commune de Bordeaux. Mais comme je n'y connais pas grand-chose en règle, ça s'est fait au travers de prototypes et de projets. Alors ça a conduit tout de même à un plan général pour la ville, avec les services naturellement, pour organiser sur un très long terme les plantations de cette ville, leur accroissement. Et des prototypes conséquents, et notamment à un moment, c'était un prototype, on nous a demandé de réfléchir à la rive droite et à l'éventuelle
transformation d'un projet qui devait être une construction et qui est devenu un parc. Alors là, on peut être très optimiste, puisqu'un élu a accepté de déclasser 50 hectares constructibles au profit d'un parc public qui, lui, se réalise très très lentement. Alors je vais vite, hein, sinon ça va être justement lent. C'est un parc qui se fait d'une manière incrémentielle, c'est-à-dire chaque fois que des parcelles se libèrent, une opération de plantation a lieu. Elle est très sommaire, il y a une sorte de rusticité que j'aime. C'est un peu comme une sorte de campagne qui se constitue progressivement. Donc ça ressemble à une pépinière, un morceau de campagne, et c'est à peu près ce qu'on est capable de faire. Et pendant une trentaine d'années, ceci est à conduire jusqu'à, en effet, fabriquer un parc. Mais ce n'est pas un joli parc. C'est pas moche non plus, remarquez, mais on ne cherche pas à faire justement une sorte de parc prématuré. Je trouve que très souvent, ces paysages sont conçus un peu comme des bâtiments et apparaissent comme un objet fini, plus ou moins séduisant, alors que j'aime beaucoup l'idée qu'en effet, il faut 14 ans, 15 ans, 30 ans, et que ce travail se conçoit autrement. Effectivement, c'est une stratification de ce que l'on fait dans le temps. J'ai l'impression que je vais être très long. Non, mais vous acceptez de ne pas maîtriser entièrement la situation, alors, contrairement aux architectes, par exemple, qui créent un objet. Oui, c'est... Je ne parle pas de cette séance, je parle de votre travail en général. Non, c'est pas un renoncement, au contraire. Hein, c'est-à-dire que c'est une procédure que nous maîtrisons, c'est une conviction. C'est pas le laisser faire. On sait exactement ce qu'on veut dessiner, mais la matière que l'on met en œuvre, la nature des éléments que l'on met en œuvre, justement, accompagne le temps. Par exemple, le parc de Montpellier que je montrais, comme celui-ci, nous en avons fait les terrassements, le système hydraulique, la gestion des sols, l'iceberg, d'une certaine manière. Il y a des plantations. Ces plantations sont progressives dans le temps et ce n'est que progressivement que des équipements arrivent. Ce qui nous oblige à une écriture très particulière, c'est-à-dire tout effet de design serait malvenu, ne serait pas synchronisé avec l'ensemble de cette conception. Et j'aime énormément cette idée que la conception même se produise dans un temps long. Mais c'est une maîtrise permanente, bien sûr. Ce n'est pas un laisser-faire. Alors je vais vite. Hein. Enfin, vite, c'est pas le mot. Donc ça conduit évidemment à imaginer non seulement ce parc, mais également quelques ramifications au gré des opportunités, il faut l'avouer. Donc par exemple le quartier Brazza. Et puis certains prototypes, justement, étaient la transformation des grands parkings qui existent à Bordeaux comme ailleurs. Et ça nous a amené à concevoir les espaces publics autour du stade de Bordeaux. Ça nous amène aussi à imaginer l'accompagnement de ce nouveau pont Simone Veil avec OMA. Et ces atterrissages ressemblent justement à ce que nous avons mis au point sur les rives. Je vais un peu vite. Et puis, autre projet absolument passionnant. Dans les prototypes, nous avions justement cette thématique de la mutation de ces immenses centres commerciaux. J'ai coutume de dire qu'au XXe siècle, nous n'avons pas construit les espaces publics en proportion de nos villes, sauf, n'oublions pas, les parkings des centres commerciaux, ces centres commerciaux eux-mêmes. Donc c'est gigantesque, leur mutation est un véritable sujet. Et il faut la commencer maintenant. Et là, c'est un gros projet avec OMA de mutation d'un très grand centre, d'un quartier à Mérignac de centres commerciaux vers de l'habitat. C'est également une gestion du temps où le paysage est un vecteur déterminant. Donc finalement, optimiste sur Bordeaux, puisque en effet, en 15 ans, on voit bien comment cette écriture s'installe et comment cette gestion du temps a permis même de faire muter 50 hectares sur la rive. Peut-être j'écourterai parce que j'ai peur que ce soit super long. Moi, je trouve ça intéressant, mais... Moi aussi, mais quand même. Alors, donc Saclay, ça c'est l'exercice sans doute quand même le plus, pour moi, optimiste, même si c'est un optimisme parfois difficile à partager, en tout cas, par exemple, avec les jurys du Grand Prix du paysage, que tu as eu la chance d'avoir. Toujours est-il voilà, que Saclay, c'est un territoire gigantesque où sont posées des questions à des échelles différentes. D'abord, celle d'un territoire d'environ 30 km de longueur, puis d'un territoire du Sud-Plateau, sont les chantiers que vous pouvez voir, sur 7 km, et ensuite les espaces publics de quartier. Et je dois dire que c'était je vais très vite là-dessus, mais il ne s'agit pas de présenter le projet, mais nous avons dû, très franchement, découvrir beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas. Nous ne savions pas comment aborder 30 km, comment aborder 7 km. Et d'ailleurs, on a mis du temps à comprendre que ce n'était pas homothétique. Ce qui est vrai en grand n'est pas vrai en moyen, n'est pas vrai en petit. Et à chaque échelle correspondent des systèmes de cohérence. Mais au fond, on s'est beaucoup inspiré, évidemment, des dernières références connues. Et en l'occurrence, c'était la transformation de Washington entre 1900 et 1950 par le Fields Homestead, qui est documentée. Et
ironie de l'histoire, cette documentation s'inspire beaucoup de ce qui existait à Saclay au début du XXe siècle. Je passe vite, mais en effet, il a été conçu qu'aborder un territoire de telle taille ne peut se faire qu'au travers d'une transformation du paysage. C'est-à-dire les bâtiments, certains urbanistes le souhaitaient auparavant, l'accumulation des bâtiments ne pourra pas donner la cohérence sur 30 km, ni même sur 7 km. Alors, je vais vite. Par exemple, il a été imaginé à 30 km, c'est le vers vif, qu'une amplification de la géographie naturelle, en clair, un accroissement de la présence des boisements sur les coteaux qui remontent sur le plateau, était de nature à donner une cohérence physique. Et en effet, ça permet d'avoir parfois 2, 3, 4 km d'adossement qui ont une cohérence puisqu'elles relèvent d'une géographie naturelle, compréhensible, lisible, cohérente. Et ça permet, par exemple, de donner une cohérence à un système, ça vous le savez, qui est nécessairement un archipel. Saclay existe, c'est un archipel de centres de recherche qui est intensifié aujourd'hui, mais ça restera un archipel. Ce n'est pas une continuité construite, ce que certains urbanistes voulaient. À l'échelle des 8 km, 7 km entre le CEA et Polytechnique, on a compris que l'amplification de cette géographie naturelle n'était pas un outil suffisant. Donc on a imaginé, là encore, qu'au-delà des terres agricoles, dans les parties constructibles, une densité pourrait libérer un continuum, un système de parcs sur 7 km qui serait la charpente. Donc je le précise bien, ce ne sont pas les terres agricoles, ce sont les terres constructibles qui ne sont pas construites au profit d'une charpente paysagère. Seulement, je vais très vite, donc c'est la bande que vous voyez en haut. C'était très compliqué, ces 900 hectares étaient constructibles et on proposait, je ne sais pas, peut-être 300 ne le seront pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans notre société, alors là on parle d'optimisme, ce qui est un peu plus difficile, c'est que personne n'imagine qu'on pourrait faire un parc de 300 hectares sur le plateau de Saclay, ni ailleurs d'ailleurs. Le dernier grand parc, c'est le parc des Saussaies de Michel Courajou, 1984, 200 hectares en région parisienne. Donc il faut trouver des ruses. Et en effet, évidemment, il y a une école française du paysage, et j'avoue que je me reconnais volontiers, même si c'est inimitable, dans ce que Michel Osler a montré. Et en effet, on est tous convaincus qu'il existe une sorte d'ingénierie écologique au service de la ville qui est un levier pour pouvoir aménager effectivement 7 km de long. Alors je vais très vite. C'est par exemple le foisonnement de la gestion. Il faut bien gérer les eaux, ça prend de la surface, ça a un prix, donc c'est un levier. Il faut compenser écologiquement ce que l'on fait. Il faut des surfaces, il faut des moyens, on peut les faire foisonner. Il faut gérer les sols. C'est finalement là aussi, il faut du volume, de la surface, ça a un prix, donc ça contribue à faire une sorte de parc, alors extrêmement rudimentaire, ce qui me convient bien. Alors, cette expérience-là, c'est ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle tous d'ailleurs, une lisière. C'est cette limite qui m'obsède, moi, entre la ville contemporaine essentiellement composée de lotissements et la campagne ouverte, elle-même remembrée et tout à fait désertifiée. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, il y a une frange qui pourrait être plus intéressante. Et cette frange relève d'un vrai projet de société, selon moi. On avait repéré 800 km avec Jean Nouvel dans le cadre du Grand Paris. Saclay est le prototype. C'est en cours de réalisation et ceci me conduit à un très grand optimisme puisque effectivement 7 km de prototypes seront réalisés dont j'espère bien qu'ils feront école. Encore une fois, en gérant ces besoins de la ville dans l'espace public. Tout ça pour se payer à la fin quelques chemins et des plantations naturellement, mais c'est très intéressant que ça ait ces fonctions-là. Donc on a commencé à planter, enfin plus que ça, il y a déjà 12 000 arbres plantés à Saclay, je pense. Je ne détaille pas le projet, mais c'est au fond la thématique. Par exemple, ici, c'est la gestion de l'eau et de corridors écologiques. Évidemment, les corridors, on a longtemps été sceptiques, mais ces corridors, par exemple, il y a un corridor écologique sur l'image que l'on regarde qui fait 90 mètres de large et 1,3 km de long. Dans des terrains constructibles, ça a une valeur conséquente. L'homme ne peut pas y aller, mais on peut faire foisonner cela avec les parcs. De sorte qu'on aura d'ailleurs ici 3 km de bassin entre déboisements. Tout ça est en chantier. Et ceci, oui, conduit à l'optimisme. Ce n'était pas gagné. On a dû convaincre beaucoup de monde. Le maître d'ouvrage présent ici supporte énormément cette démarche. C'est à l'œuvre, ça avance, c'est long. C'est 7 km de long. J'avance vite. Les espaces publics, autre échelle, sont foisonnants, plantés, ça c'est plus banal. Et on essaye, enfin j'essaye personnellement d'éviter à tout prix les stéréotypes d'espaces publics. Donc ce ne sont pas tout à fait des boulevards urbains, pas tout à fait des rues plantées, ce sera une sorte de forêt. Est-ce que j'ai encore du temps? J'arrête. Deux mots sur Euralance, c'est peut-être pas possible. Mais... Non, je vais essayer d'être très très rapide. Donc Euralance, c'est un projet extrêmement important.
Il s'agissait d'une part de créer des accès au Louvre-Lens, mais surtout d'imaginer, donc c'est Jean-Louis Subilot, le grand acteur de cette affaire, d'imaginer, et j'étais mandataire d'une équipe avec Christian, je suis toujours mandataire de l'équipe avec Christian de Porzampar, comment le paysage pouvait être un vecteur de redéploiement autour du Louvre-Lens. Je vais très vite. Là encore, on sait bien, les bassins miniers sont des sortes d'archipels d'exploitation entre lesquels il y a des vides. Le Louvre s'est installé dans un de ces vides. Comment faire pour que ces vides deviennent le nouvel avant? C'était l'arrière des exploitations minières. Ça doit devenir le nouvel avant, le vecteur de recomposition de ces quartiers. Je vais vite. Et alors, on utilise une transposition de ce que les industriels ont fait, des sortes de continuums. C'était les cavaliers qui permettaient de transporter les matériaux. Et donc, ce plan un peu naïf est l'idée d'une recomposition des parcelles. C'est toujours ça, l'urbanisme, finalement, c'est recomposer des parcelles au travers d'un paysage devenant le lien majeur. Enfin, donc, on a planté là 5000 arbres, j'aime bien les quantités, pour créer cette sorte de charpente qui s'inscrit dans ces arrières devenues des avants. Et effectivement, le vrai succès, ce qui rend optimiste, c'est qu'il y a une véritable adhésion, il y a une compréhension, et en effet, une population qui vivait le terrain de l'abandon a compris et voit qu'il s'agit du terrain de la reconquête. Donc c'est très modeste, évidemment, ce sont des plantations, des chemins. Il n'empêche que ce réseau de chemins fait que ce n'est plus le lieu de l'abandon. Du coup, je vais vite parce que la conséquence est réjouissante, et j'arrêterai sur ces images. Du coup, on s'est dit, mais ce qui est vrai à l'échelle d'un bassin de 400 000 personnes serait peut-être vrai à l'échelle du bassin minier. Et on a convaincu le président de région, Percheron, à l'époque, de se dire, mais au fond, tous ces vestiges industriels sont déjà des parcs, parce que depuis 40 ans, beaucoup d'investissements ont été faits dans toutes les zones industrielles en déshérence. Et au fond, ces parcs sont inconnus, ils sont toujours vécus comme le lieu de l'abandon, ils ne sont jamais liés, chaque commune a son parc. Et on a dit, mais peut-être y a-t-il moyen de faire une sorte de chaîne de ces parcs, c'est-à-dire de comprendre si des regroupements sont possibles. Et le résultat, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, alors presque les années passent, on est toujours en mission, là aussi ce sont des périodes très longues, on est déjà à la 10e année. En effet, on a pu identifier une dizaine de rassemblements de ces parcs. Il s'agit d'intelligence collective, c'est-à-dire de gouvernance. Ces parcs isolés deviennent liés, ils ont des liens entre eux, et on a réussi à trouver une dizaine de parcs de 300 hectares. Les autres demeurent, bien entendu, comme dans une ville, il y a une hiérarchie dans les espaces publics. Il n'empêche que le bassin minier du Nord, maintenant, s'organisera avec 10 parcs de 300 hectares autour desquels on construit différemment que lorsque ces parcs ne sont pas imaginés. Donc c'est ce qui est assez passionnant dans nos métiers, c'est finalement ce regard que nous, paysagistes, pouvons porter sur un territoire peut conduire à des recompositions fondamentales. Alors, Jacqueline Hosty, ce travail de mise en cohérence, ce travail de réparation et cet optimisme, on peut le retrouver chez vous aussi. Quand on voit ce que vous avez fait des bords de Seine à Rouen, effectivement, il y a de quoi être optimiste. Nous vous écoutons. Effectivement, il faut beaucoup d'optimisme pour quand on arrive, on verra quelques images. D'ailleurs, je n'ai pas comment ça. Tu peux me passer où on intervient, on arrive sur des territoires d'une certaine échelle. Moi, je reviendrai. Si on parle d'échelle de territoire, même s'ils sont à l'échelle du projet urbain. Je dirais que d'abord, il faut beaucoup d'optimisme parce qu'il faut du temps. Ce que je constate, c'est que souvent les paysagistes, les architectes, les urbanistes, les maîtres d'œuvre sont souvent là et autour de nous, les acteurs changent. Et souvent, on est un peu étonnant de cette mémoire du projet. On parle souvent du temps des plantations comme un temps long, mais je pense que le temps de la ville est particulièrement long et encore plus ardu. Alors, je dirais que la contribution à l'urbanisme pour un paysagiste, ça va être de concevoir évidemment le projet à partir d'un paysage, d'un site, de tout ce qui sous-tend les éléments de la logique de territoire. Et on va chercher bien loin la géographie, l'histoire. On peut le voir dans les différents projets qui nous ont été montrés, tout ce qui est fait, qui est de l'ordre de la mémoire collective, qu'est-ce qui fabrique ce paysage, qui n'est pas simplement qui est fabriqué par différents acteurs, comprend tissé par différentes contraintes, mais aussi des potentiels. Donc on est à la recherche de lire tout ce que le territoire nous donne en héritage,
Mais ce fond, notre aussi, c'est d'approcher ce vide, qualifier le vide pour mieux équilibrer les pleins et les vides d'un projet urbain au cœur d'un grand territoire. C'est passer évidemment d'une échelle à l'autre, du petit au grand, du quotidien au métropolitain, de relier le proche et le lointain pour essayer de donner un sentiment d'appartenance à un territoire. Tout ça, on part souvent des fois, on a des sites qui sont porteurs et souvent, nous intervenons pour lire ce qui est l'ordre du singulier dans les territoires que nous sommes amenés à aménager. Et donc, par exemple, ici, soit on intervient sur des sites porteurs, comme ici, l'île de Nantes. L'île de Nantes, où nous intervenons dans l'histoire après 2 équipes de paysagistes et architectes urbanistes, qui ont été Alexandre Chimetov, UAPS avec Marcel Smet, qui ont aménagé ce territoire de l'île de Nantes, Alexandre Chimetov a amorcé la transformation en s'appuyant sur l'héritage de cette île, de son histoire, de son patrimoine, de son histoire navale. UAPS a développé plus tout ce qui est les éléments d'infrastructure et de développer l'échelle métropolitaine de l'île, donc sortir un peu des limites et de rattacher cette île au système, à la ville de Nantes. Et puis nous intervenons dans un site où on prend effectivement l'île dans son entier, c'est-à-dire 350 hectares, et où on développe une partie qui est de 90 hectares, qu'on peut situer sur l'ancien mine, qu'on voit sur la pointe ouest de l'île, 90 hectares aménagés, 1 million de mètres carrés à programmer, dont 10 hectares d'un CHU qui vient s'implanter. Et on part d'un site qui va être qui va être démoli. Donc on part d'un territoire presque avec un développement ex nihilo sur ce territoire. Donc au fond, quand on a travaillé sur on s'est inscrit dans l'histoire de ce projet, on a eu besoin de revenir à l'échelle géographique de ce site, de l'île, donc de la Loire, et donc de définir un système paysager qui prend une figure paysagère qui sous-tend tout l'aménagement de l'île d'est en ouest, de la pointe fluviale à la pointe maritime. Et on a apporté un système, donc une figure paysagère qui traverse les différents quartiers, qui redonne cette dimension est-ouest du fleuve comme un système. On s'est inspiré donc des paysages en coulisses de la Loire, de ce système de glissement des quartiers pour les traduire au niveau des quartiers, passer du système d'île à ce système de quartier, et avec un système qui relie, un système paysager, un système de parc, de promenade, de tissage vert et de venelle, qui traverse donc et relie les différentes parties de l'île, des rives nord aux rives sud et d'est en ouest. Nous sommes dans une phase beaucoup plus en amont, puisqu'on vient juste de rendre la première partie du plan guide. Mais aussi, ce qui nous intéressait, alors on a apporté ce système de parc. Ce système de parc se développera plutôt dans un temps, un peu plus tard. Aujourd'hui, on est confronté à réaliser un quartier d'une grande densité. Et là, dans un terrain où on n'a pas de patrimoine architectural sur lequel se rattacher. Donc on a imaginé avec Claire Shorter un tissu, une complexité programmatique où on a voulu mêler le petit, le grand, les différentes architectures, différents programmes, différentes manières d'habiter mais aussi de travailler, mêler le travail et l'habitat dans un quartier relativement dense pour arriver à une complexité formelle. On s'inscrit aussi dans la continuité d'un tissu faubourien, le tissu le quartier de la création, et puis se développent tout autour donc, les grandes infrastructures qui sous-tendent ce projet. Donc l'idée de ce système de parc, c'était aussi d'offrir une différente manière d'habiter, et c'était aussi de ramener le projet urbain de l'île de Nantes, de remettre la Loire au cœur de ce projet,
en diffusant les différents parcs qui traitent cette pointe et qui offrent différentes manières d'habiter et de développer le plus possible la possibilité d'habiter au bord d'un parc. Donc ici aussi, ce qui nous semblait, c'est qu'on parle de nouvelle centralité, mais c'est presque la Loire et presque la nouvelle centralité métropolitaine, puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreux projets qui se développent tout autour. En face, il y a le projet mené par Frédéric Bonnet à Pierremille. Il y a la carrière Misery, ce projet mené aussi par Bernard Echen. L'agence Terre qui travaille sur la Petite Hollande et tout le centre-ville. Donc on voit que tout ce système de ce projet participe tout autour de la Loire, amène vers une nouvelle centralité de la ville. À Rouen, donc on parlait d'optimisme, voilà, quand on arrive sur ce qu'on peut découvrir, un système, entre autres, de 90 hectares d'aménagement de projets urbains pour 2600 logements plus tard, dans un certain temps. Et en attendant, un quartier totalement enclavé par les infrastructures ferroviaires, routières, pollution des sols, déshérence, je dirais, de l'activité portuaire à cet endroit-là, parce qu'on a quand même la chance, c'est qu'à Rouen, il y a l'économie portuaire, elle s'est déplacée, mais elle est extrêmement présente. Donc on est dans un site géographique, et là on s'est rattaché à ce site géographique, le Méandre, un quartier qui se développe au bord de la Seine, dans le méandre de cette grande courbe de Seine. Et on a travaillé sur cette relation, comment relier la ville à son fleuve, puisqu'elle en était complètement exclue. Comment tisser le port avec la ville, comment créer une nouvelle entrée de ville par ce quartier qui est dit écoquartier. Donc on s'est vraiment appuyé sur une structure, on a pratiquement forcé par un tracé en croix, une forme de cardo decumanus, par d'une armature d'espace public avec une place, un grand canal qui permet de relier la ville à son fleuve et d'organiser tout autour les différents quartiers autour de cette armature d'espace public qui est là aussi pour gérer la question des eaux pluviales du quartier et donc participe complètement d'un sol vivant pour accueillir ce nouveau quartier. On a commencé donc par l'aménagement, ce qui nous a valu le prix donc, du paysage avec In Situ qui travaille un peu plus loin en aval. Mais la première partie d'aménagement, c'était l'aménagement des quais pour changer le regard sur cet espace qui était vraiment un espace pas très attirant. Qui comportait plus de problèmes que d'avantages. Et je pense que là, entre autres, dans le travail de l'équipe, ça a été vraiment d'amener, de pointer ce qui était singulier et fort dans ce paysage et de le révéler progressivement par l'aménagement, cette grande courbe des quais qui donne à voir la ville en face et cet amphithéâtre de coteaux boisés. Et puis d'inscrire, de travailler à sur l'idée singulière de ce site. Rouen, c'est la Seine, c'est aussi la Seine bucolique, c'est la Seine industrieuse qui a tellement été peinte par les impressionnistes. Et on a voulu retrouver cet esprit-là au cœur du quartier à l'ambiance portuaire, industrielle portuaire, où on a ce mélange des échelles du petit, du grand, de cette amplitude de la géographie, mais aussi de l'architecture monumentale, du patrimoine industriel d'un côté et historique de l'autre. Et on a colonisé, donc il y a eu tout un travail de renaturation de cette île, de reconquête de cette île de 13 hectares, où on a effectivement fait tout un travail sur les sols, de renaturation des sols, de confinage, de travail sur la pollution, créer une topographie artificielle pour confiner ces sols, planter ici 100 000 jeunes plants pour créer une future colline boisée. Donc c'est aussi ce travail sur le sol, et je pense que le travail, et ça a été montré par le travail des coupes que montrait
Michel, sur ce travail du socle, du sol, où s'inscrit la vie, où s'inscrit le vivant, que ça soit dessous ou sur la surface, avec le fait de développer, de travailler sur le sol, la terre, l'eau, mais aussi en ville, puisqu'on passe aussi du projet urbain du projet de paysage au projet urbain, celui des sous-sols, des parkings, des rez-de-chaussée, où s'inscrit la vie d'une ville et des quartiers au niveau de la surface. Donc ici, tout un paysage d'une friche qui était l'ancien de cette plateforme était l'ancien village noir, plateforme de charbon. On a fait recoloniser par un système de plantation, et je dois dire que effectivement, on ne maîtrise pas tout, puisque le végétal, quand on y revient quelques temps après avoir planté cette végétation, le vivant nous échappe un peu aussi, et c'est peut-être aussi quelque part quelque chose d'assez étonnant et assez magique. Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt une satisfaction qu'une angoisse que les choses nous échappent. Donc ici, un autre, un projet, c'est un peu, je pars un peu en arrière dans l'histoire de mes projets, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ici on est dans un autre contexte, puisque c'est le parc Clichy-Batignolles, au cœur de la ZAC de Clichy-Batignolles, un nouveau quartier, 3500 logements, des immeubles de grande hauteur, donc travail mené avec François Greter, où le parc ici où la nature en ville, dans la ville dense, devient presque artificiellement, on va dire que le parc est artificiellement naturel. C'est-à-dire qu'on crée on fabrique les conditions pour créer de la nature en ville, pour accueillir effectivement les différents usages d'une ville dense. Et là, on peut constater que ce type d'aménagement, le paysage ou les parcs ou les espaces publics deviennent des espaces de frottement, de rencontre, des lieux qui peut-être ont remplacé dans les anciennes places dans les villes. C'est aussi ce besoin de nature qui est monté beaucoup avec la conscience écologique et la préservation de notre planète, qui fait que aussi on a ce regard, ça a changé notre regard sur ces espaces de paysage au cœur des villes. Et voilà, j'aimerais que le projet urbain soit autant un projet urbain qu'un projet de paysage. Alors nous avons souhaité avoir le regard d'un aménageur. On a parlé de maîtrise d'ouvrage forte. Vous, Jean Badarou, lorsque vous étiez à la SEM Ville Renouvelée à Tourcoing, ou aujourd'hui à Rennes, vous ne vous êtes pas forcément le plus investi sur la thématique du paysage. Vous êtes davantage investi sur la ville incluante, mais il y a quand même un lien entre les deux. Et à Rennes, la composante paysage est très importante dans les projets. Donc, je vais essayer de repartir sur ce point et puis de réagir par rapport, parce que c'était la règle du jeu, de réagir par rapport aux propos des paysagistes qui sont à mes côtés. Oui, effectivement, quand vous m'avez sollicité pour intervenir à cette table ronde, je vous ai posé la question, mais pourquoi moi ? Parce que c'est vrai que, notamment parce que j'ai passé 12 ans à Roubaix-Tourcoing, où les enjeux sociaux sont ceux qu'on connaît, hein, et sur les problématiques de traitement des enjeux, je dirais, humains et sociaux de l'urbanisme. J'ai été forcé d'investir davantage sur cette question-là, et puis parce que dans le cadre des travaux du Club Ville Aménagement, dans lequel je me suis pas mal impliqué avec mes camarades, notamment Jean Frébeau, on avait plutôt travaillé sur cette question de la ville incluante. Donc du coup, voilà, d'où la question, mais pourquoi moi sur la question du paysage ? Et vous m'avez rappelé qu'effectivement, notamment sur les projets rennais, cette dimension paysagère, elle est importante. Et voilà, c'est bien. Si ça défile tout seul, c'est parfait. Je reconnais que j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans la photothèque de territoire pour retrouver justement cette trace de la dimension paysagère des projets urbains qui ont été conduits au cours des dernières décennies par un certain nombre de collègues des personnes présentes à cette table et par les personnes présentes à cette table également personnellement. Ils reconnaîtront peut-être un certain nombre de choses qu'ils ont commises sur le territoire de la métropole. J'ai écouté avec attention ce que vous aviez dit sur ces questions et je trouvais que finalement, vous répondiez pas tout à fait à la question posée, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que vous,
enfin les paysagistes, ont pris, sinon le pouvoir, du moins une autorité dans la question du projet urbain. Qu'est-ce qui a introduit ce qui est indiscutablement un changement dans le jeu de rôle au cours des dernières décennies et comment on en est effectivement d'une certaine manière venu à ça. Alors, ce que vous avez dit, évidemment, apporte au moins un début de réponse, c'est le talent, la capacité à produire quelque chose qui séduit et qui montre qu'il y a non seulement de la compétence, mais également voilà, de la pertinence, du talent. Sauf que s'il suffisait d'avoir du talent pour être écouté, à mon avis, ça se saurait. Donc je pense qu'il y a sans doute aussi un certain nombre d'autres facteurs. Et moi, je m'étais interrogé sur, effectivement, qu'est-ce qui a été un peu à l'origine de ce type de changement. Alors il y a eu je note dans les propos un certain nombre au moins d'injonctions techniques, me semble-t-il, qui y ont contribué. Vous avez évoqué la question du traitement de l'eau, la question du traitement de la pollution. Enfin, il y a tout un sujet où finalement, quelque part, le traitement paysager comme moyen est apparu comme relativement incontournable. Bon. Néanmoins, moi, voilà, en reposant la question de où se situe ou comment vient cette mutation ou ce changement dans le jeu de rôle qu'on constate et dont on se réjouit, je le dis d'entrée de jeu pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi je trouvais quelques éléments d'explication. La première, c'est, je pense que la façon dont les collectivités ont, au cours des dernières décennies, envisagé le projet urbain a changé, et je pense qu'il y a une ingénierie à l'intérieur des collectivités ou aux côtés des collectivités qui, à mon sens, a également changé. Je pense que les enjeux de PLU, encore plus de PLUI, par exemple, les questions de Scott, tout cet urbanisme, on va dire, de réglementaire, il est passé d'une logique de la règle à une logique de la réflexion amont. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un travail de morphologie urbaine, un travail de grand paysage, un travail d'analyse contextuelle de la ville, qui est préalable à l'élaboration de la règle, qui d'une certaine manière rend naturelle cette question du recours ou de la dimension paysagère du projet. Et il me semble que là, il y a sans doute un élément de contexte qui explique cette évolution. Deuxième élément, évidemment, c'est la question, vous l'avez évoqué, Jacqueline Hosty, tout à l'heure, la question des enjeux environnementaux. Et je pense, sur cette question-là, bien au-delà de toute tentation du greenwashing. Je pense qu'effectivement, quand on commence à se pencher sérieusement sur des questions de bioclimatisme, sur des questions de composition urbaine, au regard des enjeux d'échauffement climatique, d'îlots de chaleur, etc., je pense qu'évidemment, l'idée que tout ne se traite pas par cette espèce de continuum bâti, mais qu'effectivement, il y a une dimension paysagère qui doit être prise en compte en amont, ça s'impose assez naturellement et ça concourt, je pense, très largement au cours des dernières périodes à cette évolution dans le jeu de rôle. Troisième dimension qui me semble, ou que je note comme ça un peu au fil des interventions, et c'est l'évolution même du fait urbain, tous urbains, d'une certaine manière. Voilà, on sait bien qu'on est aujourd'hui très largement majoritairement urbain de par le monde, et plus encore en Europe ou en France. Et je pense quand même que la question, enfin, je sais pas, on a tous entendu cette phrase selon laquelle l'air de la ville rend libre. Sauf qu'on voit bien qu'il ne rend pas que libre, qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes aux faits urbains, aux conditions qui sont faites aux personnes de vivre en ville, et que je pense qu'il y a aussi cette question de c'est quoi la qualité de vie en ville, c'est quoi la recherche d'une forme de douceur urbaine que la construction en tant que telle n'apporte pas de façon évidente ou implicite. Et je pense que là aussi, ce poids du fait urbain impose d'une certaine manière ce changement dans le jeu de rôle qu'on a constaté effectivement au cours des dernières décennies. Ce qui m'amène peut-être, et je n'ai pas d'exposé moi à faire, donc je voulais juste être dans cette réaction, mais peut-être à deux éléments de mise en garde d'une certaine manière. Premièrement, c'est que si on se dit dans cette dimension ou dans cette évolution, on a aussi
une recherche d'une certaine douceur urbaine, voilà, et on retombe sur un certain nombre d'injonctions sur vivre ensemble, être bien en ville, etc. Je pense qu'effectivement, pour indispensable même que soit l'intervention du paysage, je pense qu'il faut aussi se dire que ça ne suffit pas et qu'on est là sur un certain nombre de nécessités qui sont des nécessités strictement politiques, de la commande politique, et de faire en sorte qu'effectivement, et je reviens sur cette question de la ville incluante ou de comment on organise une ville dans laquelle tout le monde trouve son compte dans la mesure du possible, on voit bien qu'il faut effectivement ne pas penser que le paysage, qui est un élément nécessaire, indispensable, qui concourt effectivement à une certaine aménité urbaine, il ne suffit pas à faire en sorte qu'on soit tous à notre place dans la ville et qu'on a besoin effectivement d'une commande politique qui s'exprime et qui apporte un certain nombre de solutions spécifiquement autour de cette question. Donc, peu de mise en garde en disant tout ça est bien, mais dans un contexte sur lequel il y a, je crois, nécessité d'une réelle mobilisation. Deuxième élément de mise en garde, c'est aussi par rapport au projet que mes collègues d'Estrade ont présenté, c'est la question de la taille du projet. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on veut exprimer du projet qui a une réelle qualité de paysage, il faut non seulement que la réflexion, mais sans doute également la mise en œuvre du projet, elle ait du temps. Je pense que Michel Desvignes l'a largement démontré. Et puis de la taille, de la profondeur, de l'épaisseur, voilà, qu'il faut qu'on arrive. Et quand je vois un certain nombre d'évolutions réglementaires sur le fait qu'au-delà de 5 hectares, le projet d'aménagement, il doit être soumis à des contraintes supplémentaires qui ne sont pas vraies, et avec cette espèce de tentation qu'on voit apparaître du projet patchwork, en disant on n'a qu'à faire une série de petits projets, ça va bien. Je ne suis pas sûr que ce type d'évolution concourt de fait. Et là, tout le monde était optimiste. Moi, je fais part un peu de mon inquiétude par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ce type d'évolution, avec le poids qu'on donne vite à la réglementation en France, ça concourt justement à permettre d'exprimer toute l'importance qu'a le paysage dans l'expression du projet. Je dirais, pour qu'il y ait un projet urbain à vocation paysagère, encore faut-il qu'il y ait un projet urbain, ou qu'il y ait la dimension ou la taille d'un projet sur lequel ce type de compétence peut effectivement être sollicité et s'exprimer. Voilà, en quelques mots sur la réaction et pour relancer le cas échéant. Alors effectivement, allez-y Michel Desvignes, après je... Non, je trouve la question posée extrêmement intéressante. Au fond, pour autant qu'il soit avéré que le paysage ait pris un certain pouvoir, bon, c'est à relativiser bien sûr, mais il y a quand même une réalité. Au fond, pourquoi ? Et alors, bon, je crois qu'on a tous sans doute des éléments de réponse, mais moi, sans être historien, il y a quand même une chose qui m'apparaît, c'est que, en effet, à la fin du XIXe siècle, il y avait une vision, notamment américaine, mais on avait aussi Le Forestier en France. Enfin, il y avait des personnes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique. Il y avait des visions à la fin du XIXe siècle assez extraordinaires sur la manière d'organiser des villes avec un paysage. Enfin, on parlait de système de parcs, donc tout ce que nous racontons aujourd'hui, au fond, avait été imaginé, anticipé dans la composition des villes. Nous sommes aujourd'hui dans une période de réparation, mais dans la composition des villes, c'était la vision du XIXe siècle, fin du XIXe. Il se trouve tout de même que l'histoire a été brisée et que les guerres ont évidemment fait des dégâts considérables aussi dans nos professions, dans nos compétences, dans nos visions. Et sans être historien non plus, encore une fois, tout se passe comme si au XXe siècle, dans nos pays, alors qu'on a construit dans des quantités sans précédent, comme on dit, tout se passe comme s'il n'y avait pas eu finalement une vision très large. Regardez n'importe quel plan de ville, il y a le centre historique et puis une accumulation, en effet, comme vous le décriviez, de quartiers, grands, petits, mais sans que, sauf exception, hors reconstruction. Les reconstructions donnaient parfois des visions intéressantes, les villes nouvelles également, mais hors ville nouvelle et reconstruction, c'est une sorte de patchwork permanent partout, presque comme s'il était furtif, comme si on n'assumait pas d'ailleurs la fierté de construire de grandes villes. Et quand je disais tout à l'heure que nous n'avons pas construit au XXe siècle les espaces publics à l'échelle de ces villes, c'est une réalité. Vous voyez, dans n'importe quel quartier aujourd'hui, vous, maître d'ouvrage, nous demanderiez de faire 30% d'espaces publics, 15% voirie, 15% jardin. Prenez n'importe quel plan de ville du XXe siècle, vous ne trouverez jamais ces proportions. C'est-à-dire les 15% de parcs n'existent pas. Et en revanche, c'est les parkings de supermarchés qui existent. C'est là l'espace public, autoroute, parking.
Du coup, oui, cette rupture historique, c'est le fait que nous n'assumions pas, hors ville nouvelle, hors reconstruction, la grandeur de construction d'une ville est un drôle de phénomène. Les choses changent aujourd'hui. Et c'est un autre élément d'explication. La métropolisation, cette vision métropolitaine, fait qu'en effet, il y a un vrai désir de vision. Je veux dire, toute métropole, parmi les 12, je ne sais combien que nous avons, s'est dotée d'une vision. Je crois même qu'elles sont 20 officiellement, combien 22, une vingtaine. 22, 20. Alors, je sais pas, en tout cas, toutes ces métropoles se sont dotées de visions, de projets discutables. N'empêche que ça existe et ça n'existait pas il y a 15 ans. Et ceci participe de notre relatif essor. Donc, mais ce que nous faisons, et tous les exemples qu'on a montrés, nous trois, relèvent de la réparation. C'est-à-dire que les terrains occupés précédemment par l'industrie étant vacants, nous pouvons réaliser les espaces publics qui n'ont pas été réalisés au XXe siècle. Donc, encore une fois, je ne suis pas historien et j'aimerais bien que des historiens se prononcent, mais il me semble qu'il y a eu un savoir-faire extraordinaire, qu'il y a eu une rupture historique du fait des guerres, et qu'aujourd'hui, finalement, on revient, nous tous, notre société, à une vision peut-être plus globale, plus positive de l'avenir de ces métropoles, et où tout d'un coup, la dimension de l'espace public redevient normale. Et nous dessinons ce que d'autres avaient dessiné au XIXe siècle. Pas plus, plutôt beaucoup moins en réalité. Pour l'instant, on est bien en dessous. Je veux dire, je n'ai pas peur de ça. Alors, vous avez raison d'alerter sur le verdouillage. D'ailleurs, quand les systèmes de parcs étaient en plein essor aux États-Unis, il y avait des critiques très fortes qui parlaient du verdouillage, parce qu'il y avait des bons et des mauvais. C'est comme en architecture. Il y avait des choses qui s'inscrivaient dans la géographie naturelle et d'autres qui étaient juste du verdouillage. Nous faisons ce que nous pouvons aujourd'hui. Alors, il y a une tendance assez vertueuse qui s'est installée, mais est-ce qu'on ne risque pas le retour de balancier? Parce que vous utilisez quand même des terres, des fonciers constructibles parfois. Vous avez besoin de maîtrise d'ouvrage forte. Vous avez aussi des partenaires du projet urbain qui ne sont pas forcément très enclins à ce pouvoir, à laisser ce pouvoir aux paysagistes. Est-ce que vous devez vous battre encore? Je voudrais répondre à Jean Badarou qui a cassé l'ambiance un peu, hein, de l'optimisme qu'on a cherché, nous, à faire émerger de votre présentation. Et Dieu sait qu'on n'est pas toujours optimiste. Non, parce que si je vous entends en creux, en fait, s'il y a une émergence des paysagistes dans les opérations d'urbanisme, c'est presque par défaut. C'est-à-dire que c'est à cause du réchauffement climatique, parce qu'on rend des services écosystémiques en gérant les eaux et en plantant des arbres, et qu'on rend les quartiers plus sympas en mettant effectivement des dizaines, des centaines d'arbres. Ce qui est une vision, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est effectivement ce contre quoi on lutte assez souvent. C'est-à-dire qu'en gros, paysagiste, au début de notre carrière, on nous appelait c'est Michel Corajou qui avait cette phrase assassine, il nous appelait les pendentifs des architectes. Il nous disait arrêtez d'être les pendentifs des architectes, c'est-à-dire qu'on travaillait dans des opérations nos premières opérations, je ne sais pas si vous c'était comme ça, mais en tout cas nos premières opérations d'espace public, c'était autour d'opérations d'aménagement menées par des architectes, ces grands fustiles. Alors de la part de Michel Corajou qui a travaillé avec Renzo Piano et autres, bon, c'était toujours un peu curieux, mais c'était ça aussi sa contradiction structurelle. Et effectivement, il a fallu se battre, il a fallu faire émerger un certain nombre d'idées. Et je pense que l'approche quand même transversale, cette approche qui consiste à aller chercher ces questions je disais, de géohistoire, donc de morphologie, c'est un travail qui est fait sur Rennes quand même, travail qui est mené par Christophe Delmar notamment, c'est aussi d'essayer de retrouver, et on a discuté sur le projet de Rennes, hein, de cette gare de Rennes. On a travaillé ensemble sur la reconfiguration de la gare de Rennes en créant un espace public qui passe sur la gare. Et effectivement, il y a quelques années, la gare aurait été conçue comme une espèce d'architecture démonstrative qui n'aurait pas forcé avec une logique très simple une grande avenue, un parvis, une gare frontale et c'est terminé. On rentre dans la gare et c'est fini. Et le travail qu'on a fait, nous, avec FGP, c'est essayer d'imaginer une gare sur laquelle on puisse, sur le toit de laquelle on puisse grimper, et donc essayer de trouver, de retrouver des logiques de territoire qui nous permettent effectivement de travailler sur ces questions d'espace public. Et je pense qu'on a vraiment, alors peut-être que évidemment, je prêche pro domo, mais je pense qu'il y a un vrai regard décalé, il y a une vraie capacité
d'apporter des choses au-delà des simples services à rendre dans le cadre de ce grand mouvement effectivement de repentance de l'anthropocène, où effectivement il faut réparer. Il se trouve qu'on a tous travaillé sur des sites industriels qui sont des lieux magnifiques, mais ils sont des lieux magnifiques parce qu'ils préexistaient à l'époque industrielle. Et on travaille par exemple sur un quartier de logement et de bureaux à Saint-Ouen, qui s'appelle le Parc Affaires. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit qu'en 30 ans, l'industrie qui s'est installée au bord de Seine, à Saint-Ouen, a massacré, a pollué définitivement les sols d'un territoire qui est un territoire agricole de maraîchage et de verger, mais ce, définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière, il y a juste un déplacement. Et le travail qu'on fait, c'est de se dire, cette mémoire agricole, on va essayer de la transférer de ce sol qui est perdu, si ce n'est pour des opérations de phytoépuration et de restructuration des sols. Et on va grimper maintenant sur les bâtiments, on va réutiliser l'ensemble des surfaces des toits, on va réutiliser ces fameuses cinquièmes façades, et quand elle additionne, on va retrouver un sol qui puisse être le lieu d'expérimentation agricole, de loisirs, au service des habitants. Donc on voit bien que cette démarche de paysage qui consiste à avoir ce regard un peu transversal, ou d'essayer de comprendre que parfois les choses se nichent dans des mémoires, dans des histoires sociales, mais aussi dans des sols, dans des sous-sols. Et cette compréhension-là, je pense que c'est une vraie spécificité des paysagistes. Et on a montré tous quelques opérations, mais je crois qu'il y a une vraie école de pensée. Alors, peut-être qu'il y a une conjonction qui fait qu'effectivement, ça tombe plutôt bien, mais quand je vois effectivement, on parlait des questions agricoles, quand on voit que effectivement on parle beaucoup de métropole, mais c'est Thomas Sieverts qui avait l'urbaniste allemand qui parlait de Zwischenstadt, c'est-à-dire qui parlait des entre-villes. Et maintenant, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose, c'est les entre-métropoles. C'est-à-dire que la métropole, tout va bien, le PLU, tout va bien. Ce qui se passe entre, ça intéresse qui? C'est géré par qui? Ça n'existe pas. Et donc, toutes ces questions-là de consommation de foncier, on l'a dit, pendant ce temps-là, on continue à tartiner des parkings, on continue à faire des échangeurs surdimensionnés. Toutes ces questions-là de la valeur du sol, mais de la valeur aussi, de la valeur écologique, parce que faire disparaître un sol, c'est rompre un cycle, et c'est rompre une continuité. Et donc, c'est commencer à se tirer des balles dans le pied pour le futur, pour les générations futures. Et nous, effectivement, l'avantage, c'est qu'on travaille sur un temps très très long. Donc, quand on replace tout ça dans des cycles très longs, on s'aperçoit que, effectivement, ça nous alerte et ça nous permet d'approcher ces questions de développement urbain avec un regard peut-être un peu, que j'espère un peu décalé. Je ne vous ai pas convaincu aujourd'hui, mais personne ne vous a convaincu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose pas de nouveau, parce qu'on ne réinvente rien, mais peut-être qu'il y a ce pas de côté qui est fait par les paysagistes, d'aborder les choses un peu différemment, d'aborder d'une manière un peu décalée par rapport à des gestions d'urbanisme où effectivement on écrivait tout, on écrivait la hauteur du bâtiment, le retrait en centimètres, l'attique, voilà, tout était fini, circulaire, il n'y a rien à voir. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Et je pense que nos écoles de pensée, l'école de pensée du paysage français, qui est une école de pensée qui s'exporte aussi, c'est une vraie manière d'aborder ces questions d'urbanisme qui est extrêmement pertinente aujourd'hui. Jacqueline Osty, vous vous reconnaissez dans ce rôle, apporter un autre regard, d'autres dimensions et permettre ainsi peut-être... C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant, parce que je pense que quand même, c'est clair que les paysagistes, on a le côté vertueux de l'aménagement plantant vert, mais je ne pense pas que la question du paysage ne se résout qu'à la question du végétal, même si elle est importante, d'autant plus actuellement avec les conditions, le changement climatique, les données environnementales des territoires qu'on répare bien souvent. Je pense qu'il y a une autre dimension, et peut-être, alors comme vous dites, il y a différentes échelles de projets, il y a différentes échelles de projets urbains. On est vraiment dans le territoire avec Michel Desvignes et les projets urbains.
je pense qu'il y a tout un équilibre à trouver dans la forme bâtie, la structure des espaces verts, la structure de l'espace public. Je pense qu'il y a eu un vrai savoir-faire dans le métier avec Haussmann. Il y a eu la conception des espaces publics qui a été dessinée, qui était un travail qui était mené avec des ingénieurs, des paysagistes, ingénieurs, urbanistes. Et après, on a effectivement travaillé les villes, les plans des villes, avec des gens comme Forestier, Prost, ces gens qui ont dessiné, s'appuyant sur le territoire, sur la topographie, sur la compréhension de la géographie d'un lieu. Donc effectivement, il y a un vrai savoir-faire qu'on a un peu perdu, parce qu'effectivement, ces gens-là dessinaient des villes. C'est une époque coloniale aussi. Il y a beaucoup de villes comme Rabat, qui a été, au Maroc, qui a été complètement dessinée en s'appuyant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la structure de la ville, on retrouve les traces de ce plan qui a été fait quelques centaines d'années avant. Donc, et je pense que le paysagiste, effectivement, comme tu disais, Michel, on a commencé à travailler. On était peut-être le pendatif ou le collier des architectes, mais des projets d'architecture. Mais il y a tout ce travail d'ingénieur, travail du sol, parce qu'on est effectivement confronté au vivant. Et du coup, il y a tout il y a une forme de modestie quelque part tu revendiques souvent un paysage modeste, parce qu'au fond, juste de faire planter des arbres, il faut que pour que ces arbres et que cette douceur existent dans les villes, dont vous parliez tout à l'heure, il faut qu'il y ait trouver le juste équilibre. Et on est confronté aujourd'hui, quand on dessine un nouveau projet, un nouveau quartier ou un morceau de ville, à trouver cet équilibre, à défendre ces vides. Je parlais du vide tout à l'heure, mais c'est plus difficile de dessiner le vide que de dessiner le plein, où là, il y a toute... parce que pour dessiner le vide aussi, on a cette transversalité des services, des techniciens, de ces différentes couches qui forment à la fois la technique, la mobilité, le sol, et on passe dans cette vision, enfin on traite cette vision globale tout en restant très attaché au sol pour permettre à ces espaces publics, espaces verts ou pas d'ailleurs, d'exister, de prendre toute leur place. Voilà, moi je dirais, on est dans ce travail, je dirais peut-être un peu pas laborieux, mais de présence, de ténacité pour maintenir une idée qui peut parler de l'échelle du territoire, pour la garder jusqu'au bout à l'échelle même du quartier, de la rue, du quartier, des espaces publics qui sont ouverts aux différents usages de la ville. Je voudrais juste réinsister sur une chose qu'on a tous dit, mais effectivement, la période actuelle est une période, Jean Nouvel l'avait annoncé il y a déjà quelques décennies, une période de transformation. C'est-à-dire effectivement, nos modèles, quand on parle du 19e siècle, sont des modèles de construction de villes. C'est-à-dire on voit comment, par exemple, à Bruxelles, on construit d'abord un tramway, des espaces publics, la ville s'installe, on voit comment aux États-Unis, on amplifie une géographie qui viabilise, qui permet l'implantation d'une ville. Au fond, c'est une référence, mais qu'on utilise d'une manière étrange, puisqu'aujourd'hui, nous transformons nos villes sur elles-mêmes, enfin bon, tout le monde a annoncé ça depuis longtemps, mais effectivement, les zones industrielles ont quitté les centres-villes, sont vacantes, permettent de... Donc on est dans une période de mutation. Effectivement, nous, paysagistes, nous inspirons de ces structures historiques, de ces manières, de ces modalités du 19e, à rebours pour reconstituer des continuités perdues, par exemple. C'est très différent, c'est-à-dire c'est curieux comme mécanisme, puisqu'on s'inspire d'un modèle de construction pour pratiquement déconstruire, réparer, transformer ce qui est là. Et ceci est très, très, très excitant. Et effectivement, si c'est tellement important, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'autres manières que ça. Comment reconstituer immanquablement des continuités hydrauliques ? On en parle d'une manière technicienne, mais c'est une réalité. Effectivement, il faut bel et bien gérer ces eaux. Donc, en effet, c'est assez réjouissant de voir que nous avons su, cette école française notamment, profiter de l'héritage du 19e siècle dans le cadre de problématiques tout à fait nouvelles. Et ceci est
encore une fois, tout à fait plutôt réjouissant. Voilà. Mais c'est pas, effectivement, c'est pas déguiser la vilaine ville, c'est très différent cette période de transformation. Et effectivement, Ouais, ce que disait très bien Courajou, c'est qu'un projet de paysage est un projet de transformation. Nous avons l'habitude de ne jamais considérer une page blanche. Pour un architecte, parfois, ce n'est plus vrai non plus. Avant, il n'y a pas de bâtiment, après, il y a un bâtiment. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, notre art est l'art de la transformation et finalement s'inscrit bien dans la problématique contemporaine qui est celle de la transformation de sites industriels portuaires en ville. Non, mais si Michel a eu l'impression que je m'inscrivais en désaccord avec son propos, j'en suis tout à fait navré parce que c'est évidemment pas le cas. J'essayais juste de revenir à la question de l'explication du moment. Et effectivement, je trouve que l'intervention de Michel Desvignes va bien dans cette analyse un peu contextuelle. Je ne dis pas qu'effectivement, ça n'est que pour réparer, mais c'est effectivement parce qu'il y a cette situation-là, me semble-t-il, que la compétence, cette école française du paysage que vous évoquez, elle répond à une ardente nécessité et qu'elle répond, qu'elle sollicite une commande. Parce qu'effectivement, je le redis, je pense que le fait d'avoir raison vis-à-vis d'une commande qui ne s'exprime pas ne suffit pas à trouver la commande. Voilà. Et c'est effectivement cette espèce d'alignement des planètes, cette conjonction entre un besoin de réintervention, un besoin peut-être de faire système ou ce besoin d'aménité urbaine et cette école retrouvant un certain nombre de fondamentaux sur la façon de faire la ville. Voilà, ça me faisait penser pendant que ce programme électoral du regretté Ferdinand Loeb, vous savez, qui apparaît vouloir supprimer la voiture de queue dans le métro, se proposait de prolonger le boulevard Saint-Michel dans les deux sens jusqu'à la mer. Alors, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, cette idée de la continuité, traduite par la construction, on prolonge le boulevard Saint-Michel, c'est quelque chose qui nous a échappé, quoi. On n'a plus du tout envie, effectivement, de ce type de solution. Et là aussi, je revenais sur le contexte qui fait qu'on s'est éloigné de cette espèce de modèle du bloc bâti il suffisait de le prolonger pour réussir à fabriquer un contexte ou une forme dont on voit bien que, par ailleurs, elle n'a aucune des vertus d'aménité qu'on espère trouver aujourd'hui. Bien, nous allons devoir renoncer aux questions de la salle car le temps a passé. Donc nous terminons sur cet bel optimisme quand même. Merci beaucoup. Bonne soirée.